Bonjour à tous, donc moi c'est Sarah-Ève. Je vais vous parler aujourd'hui de syndrome post-COVID et de l'intervention d'exercice qu'on a fait, qui inclut mon projet de maîtrise. Donc, premièrement, le syndrome post-COVID, c'est quoi? En fait, vous en avez probablement déjà entendu parler sous différents noms. Donc, l'affection post-COVID et la COVID longue, qui sont d'autres noms communs. Ça découle de quoi? Ça découle de l'affection COVID aiguë, donc le virus qu'on connaît pour la plupart. Il y a une continuité à ce virus-là qui s'appelle le Ongoing Symptomatic COVID-19, qui dure de 4 à 12 semaines, où on peut voir des symptômes qui apparaissent ou qui évoluent avec le temps. Et ce qu'on voit au-delà de 12 semaines, donc 3 mois et plus, c'est le syndrome post-COVID qui débute. Donc, la personne a de nouveaux symptômes ou des symptômes qui continuent avec le temps. Plusieurs caractéristiques du syndrome post-COVID. Donc, l'affection peut toucher de façon légère ou sévère la personne, peut être continue ou retardée, exacerbe des conditions déjà présentes, entre autres l'asthme, peut durer des mois à des années lorsqu'on l'a. Et pour l'instant, on n'a pas de biomarqueurs qui sont connus, identifiés par rapport au syndrome post-COVID. Évidemment, peut aussi altérer la condition de la personne. Plusieurs facteurs de risque qui peuvent rendre une personne plus vulnérable ou non, entre autres l'âge. La moyenne des personnes touchées en termes d'âge, c'est à peu près une 50aine d'années. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, là, mais en tout cas. Les comorbidités, donc le diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires, peuvent aussi rendre les personnes un peu plus à risque. Le syndrome post-COVID touche plus les femmes que les hommes. Et finalement, les gens qui sont infectés plus d'une fois à la COVID peuvent être plus susceptibles de développer la COVID longue. Entre autres, c'est ce qu'on voit chez les travailleurs de la santé. Mondialement, c'est à peu près 10 à 20 des gens qui ont eu la COVID-19 qui développent la COVID longue. Et au Canada, on parle à peu près de 15 %. Donc, on est pile dans le milieu. Donc, 1,4 million de personnes touchées, ce qui représente à peu près la population de Calgary. Pour ce qui est des causes du syndrome post-COVID, il y a quelques causes qui sont hypothétisées, mais malheureusement, on n'a toujours pas de cause précise qui a été identifiée. Énormément de symptômes peuvent découler du syndrome post-COVID. Il y en a tellement, certaines études même disent jusqu'à 200, qu'on peut les séparer en différentes catégories. Donc, des catégories neurologiques, pulmonaires, mais il y a certains symptômes qui sont plus fréquents, notamment la fatigue, la toux, les dysfonctions gustatives, olfactives. Mais ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, c'est surtout la diminution de la capacité physique qui est souvent observée. Pour ce qui est des traitements maintenant du syndrome post-COVID, malheureusement, de façon médicale, il n'y en a pas qui a été démontré scientifiquement ou de façon très claire là, dans la littérature. Par contre, la vaccination peut être une bonne façon de se protéger du syndrome post-COVID parce qu'en n'ayant pas la COVID-19, on ne peut pas développer le syndrome post-COVID. L'exercice, qui est souvent utilisé là, dans différentes maladies comme une façon d'améliorer la condition, a été nommé comme pouvant peut-être aider à ces personnes-là, les personnes touchées, notamment l'exercice aérobie, mais aussi l'exercice contre résistance. C'est pour ces raisons-là que ça a été testé dans le cadre du syndrome post-COVID. Et finalement, les résultats ont démontré dans la littérature qu'effectivement, il y a des améliorations, là, non seulement sur le plan aérobie, mais aussi l'exercice pouvait aider sur les symptômes d'anxiété et de dépression qui sont souvent présents chez cette population, en plus d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Dans le projet COVEX qu'il y a eu à l'unité 56, en 2021 à 2023, l'objectif était justement de démontrer s'il y avait des effets au niveau de l'amélioration de la capacité physique, de la fatigue et des symptômes chez les personnes ayant le syndrome post-COVID. La première visite nous permettait d'établir la mesure de base par rapport au questionnaire sur les symptômes, les différents tests physiques qu'on a réalisés. Donc, notre essai contrôlé randomisé nous a permis, avec un groupe témoin qu'on a demandé de rester 8 semaines à la maison, de comparer avec notre groupe exercice. Le groupe exercice, pour permettre de comparer, devait faire 3 séances d'exercice par semaine. On a séparé la séance à peu près 1 heure en séance d'aérobie et en séance d'exercice contre résistance. Finalement, au bout de 8 semaines, on réévaluait au niveau des
symptômes et de la capacité physique de ces mêmes personnes-là. On a eu 25 participants, donc 10 personnes dans le groupe témoin et 15 personnes dans le groupe exercice avec une prédominance de femmes. Nos résultats ont été assez encourageants. Donc, les résultats ici, ce sont les résultats des tests de capacité physique. On a eu deux tests qui sont ressortis significatifs. Donc, le groupe exercice s'est amélioré de plus grande façon que le groupe témoin, en plus d'une tendance à l'amélioration sur le test de 6 minutes de marche, donc qui pourrait donner une indication sur la capacité aérobie. Donc, on voit une amélioration de la capacité physique. Et en plus de ça, le programme n'a pas augmenté leur fatigue ni exacerbé leurs symptômes et les tests sanguins ont montré une amélioration du profil immunitaire. Le projet, qui est mon projet de maîtrise, maintenant, c'est la suite, donc COV-Extension, qui avait comme objectif de, à long terme, revérifier l'effet du programme sur la capacité physique, la pratique d'activité physique et les symptômes qui ont été rapportés. Donc, j'ai rappelé nos 25 participants qui ont fait partie du groupe témoin et du groupe exercice pour cette fois-ci une seule visite, en leur faisant passer des questionnaires sur les symptômes, les mêmes tests de capacité physique et les questionnaires sur la pratique d'activité physique. Donc, est-ce qu'ils ont continué le programme ou non, ou est-ce qu'ils ont des activités physiques en dehors de ce programme-là qu'ils ont soit commencé, maintenu, et voilà. Seulement 9 personnes, malheureusement, ont accepté de participer, mais ça restait quand même assez balancé, là. Donc, 4 personnes du groupe témoin ont accepté de participer et 5 personnes dans le groupe exercice, toujours avec une majorité de femmes. Cette visite-là, je l'ai appelée la V3 et je vais comparer avec la visite finale du projet COVEX, donc la V2, donc visite 2. Pour ce qui est maintenant des tests de capacité physique qu'on a établis, on a pris un test de 6 minutes de marche, donc on mesurait la distance réalisée à ce moment-là. Le nombre de répétitions, on voulait le plus de répétitions possible sur un test de se lever et s'asseoir sur 30 secondes. Un test de force de préhension, qui est une mesure qui est assez utilisée pour estimer la force globale du corps. Un test de flexion du coude, donc le nombre de répétitions maximale réalisée encore une fois. Time Up and Go, c'est un test où la personne se lève, fait le tour d'un obstacle et vient se rasseoir le plus rapidement possible. Et finalement, un test de flexibilité des ischio-jambiers. Pour ce qui est des mesures anthropométriques de nos participants, on n'a pas vu de différence entre la visite 2 et la visite 3, donc rien de significatif à ce niveau-là. Et je commence à vous présenter mes résultats de capacité physique. Donc, sur la gauche, vous voyez les résultats de la visite 2 et la V3 à droite, c'est les résultats donc des années plus tard où les participants sont revenus. Donc, pour la force de préhension, on n'a rien qui est ressorti significatif. Par contre, pour le test assis debout sur 30 secondes, on a vu une différence significative. Ce qu'on voit, en fait, c'est une diminution du résultat. Donc, les gens la capacité physique pour ce test-là s'est détériorée. Et en plus de ça, lorsque je fais des analyses supplémentaires pour voir les résultats par rapport au questionnaire d'activité physique, on voit une relation entre le résultat au questionnaire, donc les personnes plus actives ont généralement un meilleur résultat, et l'inverse. C'est la même chose pour ce qui est des tests de 6 minutes de marche, donc celui tout à l'heure dont je vous parlais qui avait eu une tendance à l'amélioration. Donc, cette fois-ci, on voit vraiment un résultat qui est diminué par rapport à la visite 2. Même chose ici. Et même chose pour le Time Up and Go. Et encore une fois, dans les encadrés du bas, ce que vous voyez, c'est la relation entre mes différents questionnaires et les résultats des tests. Donc, on voit qu'il y a vraiment une tendance vers la diminution. Donc, les résultats de COV-Extension qu'on peut tirer, une diminution de la capacité physique, les symptômes, il n'y a pas vraiment eu de changement à ce niveau-là, et la pratique d'activité physique en soi n'a pas vraiment changé. Ce qu'on peut tirer finalement comme conclusion finale, c'est que les gains, bien, comme dans la vie, comme tout le monde, en fait, si on ne s'entraîne pas, bien, les gains qu'on avait gagnés vont éventuellement se perdre. Aussi, les gens qui ont en général été plus actifs ont aussi une meilleure capacité physique qui s'est traduite dans les résultats. Finalement, il y a peut-être une question du rôle du kinésiologue qui a été facilitant pour les personnes du groupe exercice
Et voilà, donc je vois que le temps file, mais pour ce qui est des forces et limites, bien, définitivement, l'échantillon, malheureusement, de 9 personnes limite beaucoup les conclusions qu'on peut en tirer, mais c'est assez encourageant. Il y a peu d'études là, dans la littérature qui ont fait des suivis chez les personnes qui ont participé à des programmes d'exercice. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre écoute.